Un mondial peut basculer sur un but, sur une erreur défensive, sur un arrêt miraculeux. Mais parfois, il peut aussi basculer sur un simple coup de sifflet. Et ce qui vient de se passer après la qualification de l'Argentine face à la Suisse dépasse désormais largement le cadre d'un quart de finale. Les Suisses sont rentrés chez eux avec une conviction terrible. Selon eux, ils n'ont pas seulement été éliminés par une meilleure équipe. Ils estiment avoir été victimes d'une décision arbitrale sans précédent. Mais l'affaire aurait pu s'arrêter là, dans la frustration d'une sélection éliminée, si la France n'avait pas décidé d'entrer à son tour dans la polémique. Oui, la France. Une équipe qui n'a même pas encore affronté l'Argentine dans ce tournoi, mais qui aurait déjà décidé de placer la FIFA sous surveillance. Dans l'entourage français, une phrase revient avec insistance, une phrase lourde de sens. Tout semble préparé pour que Messi aille jusqu'au bout. Et le plus troublant, c'est que cette inquiétude ne viendrait pas seulement de quelques supporters frustrés sur les réseaux sociaux. Elle circulerait également parmi certaines personnes proches de la sélection française. Pourquoi la France prend-elle la parole maintenant? Pourquoi ne pas attendre une éventuelle finale? Que reprochent exactement les Suisses à l'arbitrage? Et surtout, pourquoi le nom de Kylian Mbappé se retrouve-t-il une nouvelle fois associé à Lionel Messi dans une affaire qui commence à prendre une dimension mondiale? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir sur l'action qui a fait exploser la colère suisse, sur les précédents qui alimentent les soupçons, mais aussi sur la véritable stratégie de la France. Car à mon avis, les Français ne parlent pas uniquement pour défendre la Suisse. Ils préparent déjà une bataille psychologique qui pourrait peser très lourd sur la suite de la compétition. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Une grande partie de ceux qui regardent nos vidéos régulièrement ne sont pas encore abonnés. Ici, nous analysons l'actualité du football sans éviter les sujets qui dérangent, mais toujours en essayant de séparer les faits, les accusations et les simples interprétations. Tout commence à Kansas City, lors du quart de finale entre l'Argentine et la Suisse. Sur le papier, le rapport de force semble évident. D'un côté, l'Albi-Céleste, championne du monde en titre, emmenée par Lionel Messi et habituée aux matchs à très haute pression. De l'autre, une sélection suisse moins médiatisée, moins brillante individuellement, mais extrêmement disciplinée et convaincue qu'elle peut réaliser l'exploit. Il ne faut surtout pas réduire le parcours suisse à un simple coup de chance. Cette équipe avait montré de la solidité pendant la phase de groupe. Elle avait également prouvé qu'elle pouvait se montrer dangereuse offensivement, même face à des adversaires supposés plus talentueux. Son football n'était peut-être pas toujours spectaculaire, mais il reposait sur une organisation claire, des efforts collectifs et une capacité impressionnante à rester dans les matchs. L'Argentine, elle, arrivait avec davantage de doutes qu'on ne voulait bien l'admettre. Son match précédent face à l'Égypte avait laissé de nombreuses traces. Menée de 2 buts, l'équipe argentine avait réussi une remontée spectaculaire dans les dernières minutes. Sur le plan émotionnel, cette victoire avait renforcé son sentiment d'invincibilité. Mais sur le plan du jeu, elle avait également montré des faiblesses inquiétantes. Manque de maîtrise, nervosité défensive et dépendance excessive aux exploits individuels. À mon avis, c'est l'un des grands problèmes de cette Argentine. Elle possède suffisamment de talent pour survivre à des matchs qu'elle ne contrôle pas vraiment. Et lorsqu'une équipe gagne de cette manière plusieurs fois, elle peut finir par croire que tout lui est permis, que le scénario tournera toujours en sa faveur. Mais dans un mondial, cette confiance peut rapidement se transformer en arrogance. Face à la Suisse, l'Argentine démarre pourtant parfaitement. Dès la 10e minute, Lionel Messi se charge d'un corner. Le ballon arrive dans une zone dangereuse et Alexis McAllister surgit pour placer sa tête. Le gardien suisse ne peut rien faire. 1-0. À cet instant, tout semble respecter le scénario attendu. L'Argentine mène rapidement, Messi est impliqué, la Suisse doit courir après le score. Beaucoup imaginent alors une rencontre relativement tranquille pour l'Albi-Céleste. Mais au lieu d'accélérer pour tuer le match, l'Argentine ralentit. Elle recule progressivement, abandonne une partie du contrôle du ballon et laisse son adversaire gagner en confiance. C'est un défaut que l'on retrouve souvent chez certaines grandes équipes. Elles pensent qu'un avantage d'un but suffit, puis elles découvrent trop tard qu'elles ont permis à l'adversaire de revenir mentalement dans la rencontre. La Suisse, elle, ne panique pas. Elle continue à défendre avec rigueur, à fermer les espaces et à attendre que l'Argentine perde en intensité. Peu à peu, les Suisses montent leur bloc. Ils récupèrent plus haut. Ils commencent à gagner les duels au milieu du terrain. Et plus les minutes passent, plus on sent que l'Argentine devient nerveuse. Autour de la 75e minute, le match bascule une première fois. Dan N'Doye, très actif depuis le début de la rencontre, combine avec Ricardo Rodriguez. L'action est rapide, précise. N'Doye parvient à déborder Nahuel Molina avant de glisser le ballon entre les jambes d'Emiliano Martinez. Un but partout. En quelques secondes, le stade change complètement d'atmosphère.
Les supporters argentins se taisent. Les Suisses comprennent que l'exploit est possible. Sur le banc argentin, les visages se ferment. L'Albicéleste, qui croyait contrôler la situation, se retrouve soudainement en danger. Et c'est précisément à ce moment-là que survient l'action qui va déclencher toute la polémique. Bril Embolo et Leandro Paredes se retrouvent au duel. Il y a un contact, puis les deux joueurs tombent dans une action confuse. Dans un premier temps, l'arbitre portugais João Pinheiro considère que Paredes a commis la faute. Il siffle contre l'Argentine et avertit le milieu ARG à accent grave ce stade. Personne ne semble imaginer que cette action va devenir l'un des grands sujets du tournoi. Il s'agit d'un duel comme on en voit des dizaines dans un match. L'arbitre a pris une décision en direct. Elle peut être contestée, mais elle paraît claire. Puis l'assistance vidéo intervient. Selon la version défendue par les Suisses, le VAR aurait signalé un problème lié à l'identité du joueur sanctionné. L'arbitre se dirige alors vers l'écran. Après avoir revu les images, il retire le carton attribué à Paredes et décide finalement d'avertir Embolo pour simulation. Le problème est immense. Embolo avait déjà reçu un carton jaune. Ce nouvel avertissement signifie donc son expulsion. La Suisse se retrouve à 10 alors qu'elle vient d'égaliser et qu'elle semble avoir pris l'ascendant psychologique. C'est là que la colère suisse devient compréhensible, même lorsqu'on ne partage pas entièrement son interprétation. Selon les représentants suisses, le protocole concernant une erreur d'identité ne devrait pas servir à modifier complètement le jugement initial de l'arbitre. Une erreur d'identité, normalement, se produit lorsqu'un arbitre sanctionne le mauvais joueur d'une même équipe. Par exemple, un défenseur commet une faute, mais l'arbitre avertit son coéquipier qui se trouvait juste à côté. Dans ce cas, la vidéo peut intervenir pour corriger l'identité du joueur sanctionné. Mais ici, la situation aurait été très différente. L'arbitre n'aurait pas simplement confondu deux joueurs suisses ou deux joueurs argentins. Il aurait changé toute son interprétation de l'action. Il serait passé d'une faute de Paredes à une simulation d'Embolo. Autrement dit, il ne s'agirait plus seulement d'une correction administrative. Il s'agirait d'une nouvelle lecture footballistique de la situation. C'est ce point précis qui provoque la fureur des Suisses. Ils estiment que le VAR a dépassé son rôle et qu'un protocole rarement utilisé de cette manière a soudainement été appliqué dans un moment décisif, au bénéfice de l'Argentine. Soyons clairs, il est possible de considérer qu'Embolo a exagéré son contact. Il est aussi possible de défendre la décision finale de l'arbitre. Mais le vrai débat ne porte pas uniquement sur la simulation. Il porte sur la procédure utilisée pour arriver à l'expulsion. Et personnellement, c'est là que je trouve la situation réellement problématique. Le football peut accepter une erreur d'arbitrage. Les supporters peuvent même finir par accepter une décision sévère. Mais ce qu'ils acceptent beaucoup moins, c'est l'impression que les règles changent selon le contexte, l'équipe ou l'importance du match. À 10, la Suisse se retrouve obligée de défendre pendant de très longues minutes. Elle résiste jusqu'à la fin du temps réglementaire. Elle résiste encore pendant une grande partie de la prolongation. Les joueurs courent, compensent, ferment les espaces et tentent de survivre avec leur dernière force. Mais à la 112e minute, Julián Álvarez trouve finalement l'ouverture. L'attaquant argentin frappe avec puissance et envoie le ballon dans une zone impossible à atteindre pour le gardien suisse. 2-1. Dans les dernières secondes, alors que la Suisse n'a plus les jambes pour revenir, Lautaro Martinez inscrit un troisième but. Le score final est sévère. 3-1. L'Argentine se qualifie pour les demi-finales. La Suisse est éliminée. Mais au coup de sifflet final, les Suisses ne parlent presque pas du talent de Julián Álvarez ou de la résistance de l'Argentine. Ils parlent de cette expulsion. Dans le vestiaire, selon plusieurs récits rapportés autour de la délégation suisse, certains joueurs auraient craqué émotionnellement. Ils auraient eu la sensation qu'une occasion historique leur avait été retirée. Une phrase aurait même circulé dans leur entourage. « Nous n'avons pas perdu contre l'Argentine. Nous avons perdu contre le système. » Cette phrase est évidemment très grave. Elle ne constitue pas une preuve. Elle reflète avant tout la colère et la frustration d'une équipe éliminée. Mais elle montre jusqu'où le sentiment d'injustice est allé. La fédération suisse aurait commencé à préparer une protestation formelle. Et sa colère ne concernerait pas seulement l'expulsion d'Embolo. Elle viserait également le choix du corps arbitral, la manière dont le VAR a été utilisé et l'absence d'explication immédiate sur la procédure. Le nom de João Pinheiro est alors ressorti dans plusieurs débats. Certains observateurs ont rappelé des décisions controversées prises lors de précédentes rencontres européennes. Là encore, il faut rester prudent. Avoir été impliqué dans une polémique arbitrale ne signifie pas qu'un arbitre est malhonnête. Tous les grands arbitres connaissent un jour des matchs où leurs décisions sont contestées. Mais la Suisse pose tout de même une question légitime.
Pourquoi choisir un arbitre déjà très exposé médiatiquement pour un quart de finale aussi sensible? Les assistants étaient également portugais, ce qui est parfaitement normal dans la constitution d'un trio arbitral. Pourtant, dans un climat de suspicion, chaque détail devient une nouvelle source de débat. Et c'est ici que l'affaire prend une dimension encore plus importante. Car les critiques ne concernent plus seulement le match contre la Suisse. Plusieurs adversaires précédents de l'Argentine estiment avoir eux aussi été défavorisés par certaines décisions. Lors du premier match contre l'Algérie, une intervention de Lionel Messi sur Aïssa Mandi aurait pu, selon plusieurs analystes, mériter une sanction beaucoup plus sévère. Des images montrent un contact appuyé avec la semelle. Certains réclamaient une expulsion. L'arbitre n'avait pas sorti de carton rouge et le VAR n'était pas intervenu. Évidemment, les supporters argentins peuvent répondre que toutes les interventions dangereuses ne sont pas automatiquement sanctionnées d'une expulsion. C'est vrai. Mais les Algériens avaient retenu cette action comme le premier signal d'un traitement jugé trop favorable au capitaine argentin. Face au Cap-Vert, une autre polémique avait accompagné un but argentin. Les défenseurs capverdiens estimaient qu'une poussée avait permis à l'attaquant de se libérer dans la surface. Le but avait été accordé malgré les protestations. Puis est arrivé le match contre l'Égypte, probablement le plus controversé avant celui de la Suisse. L'Égypte menait 2-0 et pensait avoir inscrit un troisième but, synonyme de qualification presque certaine. Mais l'action avait été annulée pour un contact jugé fautif dans la surface. Les Égyptiens considéraient que le duel était léger et éloigné de la zone où le but avait été marqué. Quelques minutes plus tard, lors de la remontée argentine, ils avaient estimé qu'un contact comparable n'avait pas été sanctionné de la même manière. L'Argentine avait finalement inscrit 3 buts et renversé complètement la rencontre. Le sélectionneur égyptien avait alors exprimé une colère immense. Il avait publiquement remis en cause l'équité de l'arbitrage et demandé pourquoi les autres équipes participaient au tournoi si tout devait, selon lui, favoriser l'Argentine. Encore une fois, ce sont des accusations. Elles ne démontrent pas l'existence d'un plan organisé. Mais lorsque plusieurs équipes éliminées expriment la même frustration, la FIFA ne peut pas se contenter de répondre par le silence. À mon avis, le véritable problème de la FIFA est souvent sa communication. Lorsqu'une décision arbitrale est complexe, le silence crée un vide. Et ce vide est immédiatement rempli par les rumeurs, les théories et les accusations de manipulation. Une explication technique détaillée aurait probablement évité une partie de l'incendie actuel. C'est précisément dans ce contexte que la France entre en scène. L'Argentine doit maintenant affronter l'Angleterre en demi-finale. De l'autre côté du tableau, la France et l'Espagne se disputent une place en finale. La possibilité d'une nouvelle finale entre la France et l'Argentine devient donc réelle. Une revanche de la finale de 2022. Pour les Français, ce souvenir reste extrêmement douloureux. Ils avaient réussi à revenir plusieurs fois dans une rencontre que l'Argentine semblait avoir maîtrisée. Kylian Mbappé avait inscrit 3 buts et porté son équipe jusqu'à la séance de tir au but. Mais la France s'était finalement inclinée. 4 ans plus tard, la possibilité de retrouver Messi et l'Argentine réveille forcément les anciennes blessures. Selon les informations et les réactions évoquées dans le récit entourant cette polémique, certaines personnes proches de l'équipe de France auraient décidé de soutenir publiquement les interrogations suisses. Pas forcément parce qu'elles sont convaincues de l'existence d'une manipulation, mais parce qu'elles refusent de découvrir après une éventuelle finale que le climat était déjà devenu incontrôlable. La France chercherait donc à parler avant de jouer. C'est une stratégie très intelligente. Après une défaite, toute contestation est considérée comme une excuse. On vous traite de mauvais perdant. On vous reproche de ne pas accepter le résultat. Mais lorsque vous posez les questions avant le match, vous placez les arbitres et les organisateurs sous une pression considérable. Chaque décision sera désormais observée. Chaque contact dans la surface sera analysé. Chaque intervention du VAR sera décortiquée image par image. Et la phrase qui aurait circulé dans l'entourage français résume parfaitement cette inquiétude. Le mondial semble préparé pour Messi. Certains ont voulu attribuer directement cette formule à Kylian Mbappé. Mais en l'absence d'une déclaration publique et vérifiable du joueur, il faut rester prudent. Ce qui est certain, c'est que Mbappé connaît mieux que personne la force de l'Argentine dans les grands rendez-vous. Il sait aussi tout ce que représente Lionel Messi sur le plan sportif, médiatique et commercial. Et personnellement, je ne crois pas que Mbappé ait peur de Messi. Je pense même que c'est exactement le genre de confrontation qu'il recherche. Les grands joueurs veulent affronter les grandes légendes. Mbappé voudrait probablement battre l'Argentine sur le terrain, dans une finale propre, sans polémique et sans possibilité de remettre le résultat en cause. C'est peut-être cela, le véritable message français. Si une finale France-Argentine doit avoir lieu, elle doit se décider uniquement par le football.
Au milieu de cette polémique sportive, d'autres accusations beaucoup plus sensibles ont également été remises sur la table. Des enquêtes auraient visé certaines opérations financières liées à la Fédération argentine. Des journalistes ont évoqué des sociétés intermédiaires, des transferts financiers et de possibles irrégularités concernant une partie des revenus générés après la Coupe du Monde 2022. Il est essentiel de le préciser. Une enquête ou une accusation journalistique ne prouve pas automatiquement la culpabilité d'une institution ou de ses dirigeants. Tant qu'une décision judiciaire définitive n'existe pas, il faut parler au conditionnel. Mais dans le climat actuel, ces informations nourrissent encore davantage les soupçons. Beaucoup de personnes mélangent désormais les controverses arbitrales, les intérêts financiers et les relations entre la FIFA et les grandes stars. C'est dangereux, car une fois que toutes ces histoires sont rassemblées dans un même récit, la moindre décision contestable devient immédiatement interprétée comme une preuve de manipulation. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, se retrouve lui aussi au centre des critiques. Certaines de ses réactions en tribune ont été analysées de manière excessive. Des internautes estiment l'avoir vu souffrir lorsque l'Argentine était en difficulté ou célébrer ses buts avec trop d'enthousiasme. Il faut reconnaître qu'un président de la FIFA devrait faire très attention à son langage corporel. Même s'il apprécie personnellement un joueur ou une équipe, sa fonction exige une neutralité totale. Une simple expression du visage peut être coupée, ralentie et transformée en symbole d'une prétendue préférence. Cela ne prouve évidemment pas qu'Infantino influence les arbitres. Mais dans un tournoi déjà rempli de soupçons, l'image compte presque autant que la réalité. D'autres précédents disciplinaires évoqués pendant la compétition ont également fragilisé la confiance du public. Lorsqu'une sanction semble modifiée après l'intervention d'une personnalité politique ou après une pression extérieure, les supporters commencent naturellement à se demander si les règlements s'appliquent réellement de la même manière à tout le monde. Et c'est probablement le cœur du problème. Ce n'est plus seulement l'arbitrage de l'Argentine qui est remis en question. C'est la crédibilité générale de l'institution. Dans les médias espagnols, la polémique a pris une ampleur considérable. Des consultants comme Thomas Ronsereau ou Juanma Rodriguez ont multiplié les critiques contre la FIFA et contre ce qu'ils considèrent comme une protection excessive accordée à Messi et à l'Argentine. Certains ont ressorti le nombre de pénaltys obtenus par l'Albiceleste dans ses dernières participations au mondial. Ils comparent ces chiffres à ceux de la France, de l'Espagne ou d'autres grandes nations. Mais là encore, il faut analyser intelligemment les statistiques. Une équipe qui attaque beaucoup, possède le ballon et passe énormément de temps dans la surface adverse peut logiquement obtenir davantage de pénaltys. Le chiffre seul ne prouve pas une faveur arbitrale. En revanche, lorsque plusieurs pénaltys sont eux-mêmes contestés, leur accumulation alimente nécessairement les doutes. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a adopté une position totalement différente. Il a défendu certaines décisions arbitrales et rendu hommage au niveau de Lionel Messi. Cette réaction montre que le monde du football n'est pas unanime. Certains voient une manipulation. D'autres voient simplement une grande équipe capable de provoquer les décisions favorables par sa domination et son expérience. Et c'est aussi mon avis sur une partie du débat. Il ne faut jamais confondre influence et complot. Les très grandes équipes bénéficient parfois inconsciemment d'un respect supérieur. Les arbitres peuvent être impressionnés par un stade, par une star ou par le poids d'un maillot. Ce phénomène existe depuis toujours. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'une organisation secrète décide du vainqueur avant les rencontres. La FIFA a tout de même été obligée de défendre publiquement certaines décisions. Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage, aurait expliqué pourquoi les protocoles avaient été appliqués et pourquoi le corps arbitral considérait ces décisions comme correctes. Mais plus la FIFA se défend sans publier des explications totalement transparentes, plus les sceptiques se sentent confortés. Et nous arrivons maintenant à la véritable stratégie française. La France ne cherche probablement pas à faire annuler le résultat entre l'Argentine et la Suisse. Elle sait que cela n'arrivera pas. Elle ne cherche pas non plus nécessairement à provoquer le remplacement d'un arbitre. Son objectif serait surtout de créer une pression préalable. Si l'Argentine atteint la finale et qu'une décision contestable se produit, tout le récit construit depuis le début du tournoi réapparaîtra immédiatement. Le contact de Messi contre l'Algérie, le but face au Cap-Vert, la remontée contre l'Égypte, l'expulsion d'Embolo, les réactions d'Infantino et les soupçons autour de la gouvernance du football. Une seule action pourrait alors suffire à faire exploser le tournoi. C'est pour cette raison que la France prendrait la parole avant même de savoir si elle affrontera l'Argentine. Elle veut que les arbitres sachent qu'ils seront observés. Elle veut que la FIFA comprenne qu'aucune décision importante ne passera inaperçue. Et elle veut surtout éviter qu'une éventuelle défaite soit suivie d'un débat où personne n'écouterait ses arguments. La Suisse sert donc de premier avertissement. Les Français peuvent soutenir ces interrogations sans apparaître comme des mauvais perdants,
puisqu'ils ne sont pas encore éliminés. Ils peuvent également rappeler la finale de 2022 et expliquer qu'ils ne veulent pas revivre une rencontre marquée par des controverses. Enfin, les affaires financières évoquées autour de la fédération argentine donnent au débat une dimension beaucoup plus grave que celle d'un simple carton rouge. À mon avis, cette stratégie est efficace, mais elle comporte aussi un danger. À force de placer l'arbitrage au centre de tout, la France risque de préparer elle-même une excuse avant même de jouer. Les joueurs doivent rester concentrés sur le terrain. S'ils commencent à entrer dans une finale en pensant que tout est organisé contre eux, ils auront déjà perdu une partie du combat mental. La meilleure réponse restera toujours sportive. Battre l'Espagne. Atteindre la finale. Puis, si l'Argentine est présente, la battre avec suffisamment de maîtrise pour qu'aucune décision arbitrale ne puisse décider seule du résultat. Quant à la Suisse, elle restera probablement convaincue pendant très longtemps qu'elle avait une occasion unique de faire tomber le champion du monde. Son élimination ne se résume pourtant pas entièrement à l'expulsion. Même à 10, elle a résisté jusqu'à la 112e minute. Elle a ensuite encaissé 2 buts. L'Argentine a donc également montré sa capacité à profiter de la situation et à rester dangereuse jusqu'au bout. Mais le doute est installé. Et dans le football, le doute peut être plus destructeur qu'une erreur. Une erreur finit parfois par être oubliée. Un soupçon, lui, continue de grandir à chaque nouvelle décision. L'Argentine va maintenant affronter l'Angleterre dans un match qui sera analysé comme aucun autre. Chaque faute sur Messi, chaque intervention de Paredes, chaque duel dans la surface et chaque appel du VAR déclencheront immédiatement des milliers de réactions. Si le match se déroule sans polémique, une partie de la tension pourra retomber. Mais si une nouvelle décision majeure favorise l'Argentine, même si cette décision est techniquement correcte, le scandale prendra une dimension incontrôlable. Et la phrase attribuée au camp français reviendra partout. Tout était préparé pour Messi. Alors, l'Argentine est-elle réellement favorisée, ou ses adversaires cherchent-ils simplement une explication à leur défaite? La Suisse a-t-elle été victime d'une utilisation abusive du VAR, ou l'arbitre a-t-il finalement corrigé une mauvaise décision? La France a-t-elle raison de mettre la pression avant une éventuelle finale, ou commence-t-elle déjà à chercher des excuses? Donnez votre avis dans les commentaires. Mais essayez surtout de dépasser les rivalités entre Messi, Mbappé, l'Argentine et la France. La vraie question est beaucoup plus importante. Peut-on encore avoir confiance dans une compétition lorsque les règles et les décisions ne sont pas expliquées de manière claire? Car au fond, le football n'a pas besoin que tout le monde soit d'accord avec les arbitres. Il a besoin que tout le monde comprenne pourquoi une décision a été prise. Et tant que cette transparence n'existera pas, chaque coup de sifflet contesté nourrira l'idée que quelque chose se joue dans l'ombre. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez avec nous, parce que les demi-finales ne seront pas seulement une bataille pour atteindre la finale. Elles seront aussi un immense test pour la crédibilité de ce mondial.